Vous êtes bien sur Mizane TV, on se retrouve pour une émission consacrée au MMA en compagnie de Mickaël Lebou. Bonjour Mickaël Lebou. Et bonjour à tous, et j'espère que tu vas bien. Vous êtes combattant professionnel de MMA, les arts martiaux mixtes, ainsi que consultant et vétéran de l'UFC. Âgé de 37 ans, vous totalisez 38 combats professionnels et votre prochain affrontement se tiendra le 20 décembre à Paris-La Défense au KSW. Pour commencer Mickaël Lebou, le MMA en France se développe à une vitesse fulgurante. Comment expliquez-vous ce succès et cette passion des jeunes pour le MMA? C'est sur deux plans. Je pense que il y a quelque chose qui participe à l'effervescence du MMA depuis quelques années. C'est l'une des ligues les plus connues qui s'appelle l'UFC et qui donne naissance à des véritables stars. Et donc, il y avait une grosse attente de la légalisation du MMA en France parce que beaucoup regardent l'UFC, beaucoup sont fans des combattants de l'UFC. Et puis ensuite, quand le MMA est arrivé en France, les gens se sont aperçus que le MMA pouvait vivre à travers d'autres organisations et notamment toutes les organisations, j'ai envie de dire nationales et puis qui organisent un peu partout en France et on voit qu'il y a un gros engouement et on voit qu'on a un nombre aujourd'hui avec la légalisation du MMA, donc avec la fédération qui se met en place, beaucoup d'amateurs qui font des bonnes performances et tout ça, je pense que ça intervient dans un bon timing puisque effectivement, on sent qu'il y a un réel engouement derrière le MMA. Donc vous voyez une grosse différence entre l'avant-légalisation et l'après-légalisation. Ouais, clairement, comme je dis, il y avait les fans de l'UFC, mais qui n'étaient fans de MMA qu'à travers l'UFC, malheureusement, et qui avaient du mal à trouver les informations pour les combattants français. Donc en réalité, si vous ne signiez pas à l'UFC, vous n'aviez aucune fan base française, on va dire. Alors que le fait que ça ait été légalisé, le fait que les compétitions puissent se maintenir sur le territoire français, ça change totalement la donne. Aujourd'hui, vous avez des combattants pros qui ont à peine 5, 4 combats et qui sont déjà des véritables stars. Vous avez même des amateurs qui arrivent à fédérer autour d'eux un très grand nombre de supporters. Donc non, non, clairement, il y a une grosse différence depuis la légalisation du MMA. Est-ce que ce succès se traduit seulement par de la consommation de vidéos de combat ou avez-vous aussi constaté un essor significatif dans l'ouverture des salles? Non, je pense que c'est plutôt un cercle vertueux. Forcément, vous avez une demande sur le MMA, donc qui dit une demande de MMA dit une demande d'aller consommer du MMA donc à travers la télé, à travers les galas qui s'organisent en France. Mais ça veut aussi dire que potentiellement vous convertissez un bon nombre j'ai envie de dire de spectateurs qui se disent bah et si j'allais essayer, qui n'ont pas forcément l'intention de devenir professionnels, mais qui considèrent aujourd'hui que c'est un sport à part entière comme le football et qui peut se pratiquer en loisir. Donc forcément, il y a de plus en plus de demandes et forcément, il y a de plus en plus de salles qui ouvrent. C'est vraiment un cercle vertueux. C'est comme toute discipline quand j'ai envie de dire, elle se professionnalise, elle ouvre des portes à beaucoup d'opportunités. Est-ce que vous auriez un ordre de grandeur concernant le nombre de pratiquants actuellement et son essor? Non, j'ai pas envie de dire de bêtises parce que j'ai pas du tout ces données-là et il faut comprendre aussi que dans certaines salles de province, vous avez beaucoup de MMA qui se pratiquent encore sous des fédés, par exemple de judo, de lutte ou de karaté, etc. Et forcément, en loisir, vous n'êtes pas forcément obligé de prendre la licence F, MMA F si vous n'allez pas faire de la compétition. Donc, j'imagine qu'il y a encore une partie de l'iceberg qui est immergée et qu'on n'arrive pas à comptabiliser parce que tous les adhérents ne sont pas licenciés FMMAF. Abordons maintenant votre carrière. Alors vous êtes professionnel depuis 2011, il me semble. Quel sport avez-vous pratiqué avant de vous lancer dans le MMA? Bah écoute, je faisais du rugby et du handball, donc c'est des sports collectifs de contact. Par contre, c'est vrai que c'était des sports de contact. Mais j'ai jamais fait de sport de combat avant ça. Et c'est quand j'ai commencé à rentrer dans le milieu professionnel que je me suis lancé dans le MMA. Parce qu'en fait, j'avais un gros rythme, un gros volume horaire. Et ça me permettait pas de faire tous les mardis, tous les jeudis et tous les samedis aller faire les matchs. Donc du coup, je me suis dit, tiens, je vais aller m'entraîner dans des salles quand je peux, soit le lundi, soit le mardi, soit le mercredi, peu importe. Et le MMA, en fait, permettait ça parce qu'il y avait des entraînements tous les jours. Et donc j'y suis allé un peu sans prétention en me disant que j'allais faire du loisir parce que j'ai commencé assez tardivement, hein. Je crois j'avais 24 ans à l'époque. Donc c'est un peu tard en réalité pour se lancer dans une carrière pro et il s'avérait que j'étais pas mauvais, que j'ai fait des compétitions amateurs que j'ai gagnées et le combat pro est arrivé un an après. Donc ça allait très vite pour moi.
Et comment vous avez découvert le MMA? Bah, le MMA, je l'ai découvert à travers des vidéos à l'époque, c'était le Pride. On regardait beaucoup, il y avait une histoire qui se créait entre Crocop et Fedor Emelianenko. On allait au vidéoclub, c'était un peu les cassettes vidéo de l'UFC. On regardait ça, on les louait, on regardait à la maison. Ensuite, il y a eu la période YouTube où on pouvait regarder un peu des combats, comme je le disais, donc de Fedor et Crocop. Euh, Ensuite, on avait Pelé aussi à l'époque au Vale Tudo et on se référençait un peu à ça, mais on n'arrivait pas à avoir une réelle actualité de ce qu'était le MMA. On ne savait même pas si en France on pouvait le pratiquer, on ne savait même pas s'il y avait vraiment des salles qui le permettaient. Et puis un jour à Vitry, j'ai eu la chance, en fait, moi j'habite Vitry-sur-Seine et à Vitry-sur-Seine, il y avait deux grosses salles de MMA qui étaient à l'époque Haute Tension et la FFA de Mathieu Nicourt. Et moi, c'est comme ça que j'ai dit, bon, allez, hop, autant faire un sport dans lequel c'est le plus ultime, le plus concret et qui entre guillemets, me permettait de me défouler, puisque à la base, c'était juste ça. Et j'ai poussé les portes de la Free Fight Academy, puisque j'avais un ami à l'époque qui était là-bas, c'est Shaban Chaibedra, qui lui était déjà pratiquant de MMA depuis longtemps. Donc en fait, vous avez découvert le MMA dans les années 2000, quand le Pride était à son apogée. À titre personnel, quel a été votre meilleur classement en tant que combattant? Je pense que j'ai été top 100, ça a été mon meilleur classement, en tout cas référencé Fight Matrix, c'est la référence. Je pense que j'ai été top 100 dans la catégorie des 70 kilos, qui est l'une des catégories les plus relevées, puisque c'est là où il y a, pour donner une idée, Khabib et actuellement Islam Makhachev en champion. Ouais, c'est la catégorie où il y a le plus de personnes au monde, pratiquement, puisque c'est les poids, on va dire, moyens dans le monde, en gros. Ouais, c'est ça. Mm. Bah, si vous allez dans l'Est et que tu vas par exemple dans l'Est du globe, donc en Asie, et tu regardes un peu le ONE FC, tu te rends compte que les KT les plus durs, c'est 61, 66 kilos. Mais c'est parce qu'en fait, c'est là où le niveau d'adversité est le plus fort parce que c'est lié à la morphologie et des combattants. Et sur les pays asiatiques, bah forcément, les personnes sont un peu plus petites, etc., que ce qu'on peut avoir en Europe ou aux États-Unis. Et effectivement, sur ces continents-là, bah, les KT les plus disputés, c'est 70, 66, 77. J'aimerais poser aussi une question par rapport au MMA français. Vous vous situez. Est-ce qu'à un moment donné, vous aviez la première place en tant que combattant des poids légers? Je pense, sincèrement, je pense que j'ai toujours été deuxième parce que j'avais un un gars très solide devant moi, Mansour Barnaoui, qui est combattant. Alors, on peut jouer sur le mot en disant il est tunisien, mais la réalité, c'est qu'il est franco-tunisien et même s'il représentait la Tunisie, il est quand même né sur le sol français, il représente la France. Mansour Barnaoui qui a toujours fait mieux que moi en réalité hein, dans sa carrière. Il a eu la ceinture du M1, il a eu la ceinture du BAMA, il a eu la ceinture du KSW, il a gagné le tournoi à 1 million en Chine. Il a fait le choix de pas aller à l'UFC, je pense. C'était plus un choix. Aujourd'hui, il évolue sur le Bellator. Il a gagné d'ailleurs récemment. Là, il a fait un combat il y a moins d'un mois et il a toujours été devant moi au classement. Ouais, donc sinon, à part Mansour Barnaoui, vous avez été quand même dans l'élite de l'élite du MMA français. Ouais, bah, j'ai toujours été top 3 de la KT. Bon, après, maintenant, avec l'âge et le fait que je combatte moins, et puis aussi le fait qu'il y a des performances de dingue comme BSD, Faresi Yama 70, etc. Et puis maintenant, moi, je suis à 77, mais vous avez d'autres gars à 77 qui sont très forts et qui performent. Vous avez notamment Kevin Jousset et bien d'autres. Donc, ouais, effectivement, forcément, on recule dans les classements, mais on peut dire, quand j'étais à mon prime, j'ai toujours été dans le top 3, ouais. Quelles sont les séquelles physiques et psychologiques après 15 ans de carrière de combattant? Quels sacrifices avez-vous dû faire pour accomplir tout ce parcours? Bah, les séquelles psychologiques, j'ai envie de dire, je sais pas trop et j'espère pas grand-chose. Après, c'est sûr que physiquement, bah, les combats et l'usure des entraînements, parce que c'est ça en réalité, c'est que pour préparer un combat, il y a une fréquence d'entraînement et même quand vous préparez pas un combat, bah, vous devez vous maintenir en forme, progresser techniquement et pour progresser techniquement, vous devez passer des heures sur le tatami et je pense que comme dans tous les sports de haut niveau et comme dans toutes les pratiques assidues tous les jours, etc., ça crée en fait des traumatismes
au corps. Le sport, c'est bien, mais dès que vous le pratiquez à excès dans le cadre d'un sport de haut niveau, c'est toujours un peu traumatisant pour le corps. Donc après, moi, les séquelles que j'en ai gardées, bah, j'ai eu le nez cassé, ça, on peut pas revenir dessus. J'ai eu des arcades pétées, j'ai eu les deux ménisques qu'on sauté, donc opération de ménisque droit, opération du ménisque gauche. Je me suis fracturé la main à plusieurs reprises. Voilà les séquelles que j'ai eues. Après, aujourd'hui, est-ce que quand il fait froid, j'ai des douleurs? Non, j'ai rien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai aucune douleur quand je ne m'entraîne pas ou autre. C'est pas donc. J'espère que ça n'a pas laissé des traumatismes à mon corps. Maintenant, c'est clair que dans le cadre des préparations de combat que j'ai fait, j'ai été blessé à plus d'une reprise et c'est des choses ouais qui sont difficiles pour le corps. Hein. De toute manière, dès lors que vous préparez votre corps à une performance de 3 fois 5 ou 5 fois 5, vous êtes obligé de vous mettre dans le rouge et donc, du coup, bah, ça passe par des phases d'entraînement qui sont difficiles à supporter pour le corps humain. Donc, c'est assez traumatisant pour le corps humain. Sur le plan psychologique, j'ai envie de dire que ces frustrations qu'on emmagasine au quotidien, c'est-à-dire aller s'entraîner, faire le régime, la douleur des entraînements, c'est plus quelque chose qui nous endurcit et qui nous prépare au combat qu'autre chose. Donc j'ai envie de dire, c'est plus quelque chose qui va nous façonner dans le bon sens que dans le mauvais sens. En général, quand vous arrivez à passer outre une période difficile, vous êtes plus fort. Donc, je préfère garder le côté positif de la chose en me disant qu'à chaque fois que j'ai passé une épreuve, c'est pas quelque chose qui m'a traumatisé, c'est plutôt quelque chose dans lequel je me dis, bah, j'ai réussi à aller au-dessus. Et donc, au final, je dirais pas que c'est des épreuves traumatisantes, c'est des épreuves difficiles, mais qui m'ont permis d'être meilleur au final. Donc, je vais plus dans ce sens-là, quoi. Ça, c'est sur l'aspect surtout physique, mais psychologique. Est-ce que vous avez eu des passages à vide, des dépressions, des moments où vous croyez plus en vos capacités? Il y a forcément des moments de doute, même dans le cadre d'une préparation, c'est-à-dire même au moment où j'étais à mon prime et j'allais faire des ceintures, il y a toujours un moment de doute où on se met à douter, est-ce qu'on est capable de refaire les efforts qu'on a fait, est-ce que la dernière performance qu'on a fait, on va réussir à faire mieux, est-ce que la prépa qu'on a fait la dernière fois était tellement dure, est-ce que je vais réussir à faire mieux? Et c'est ça la difficulté de notre sport, c'est de se recentrer, d'être présent au moment présent, justement, de pas forcément tout le temps se projeter vers le futur. C'est aussi ça, à un moment donné, la difficulté d'un camp d'entraînement, c'est d'être dans le présent. C'est-à-dire que le combat, il est dans 6 semaines, 5 semaines, 2 mois, mais il faut savoir être présent à l'instant T. Et je pense que c'est une bataille de tous les jours. Après, sur les épreuves psychologiques, bah, les phases les plus difficiles, c'est quand vous perdez un combat. Quand vous perdez un combat, c'est très difficile parce que, je le dis souvent, mais une défaite, elle sanctionne un peu le business. C'est-à-dire qu'en tant que combattant, vous perdez souvent la moitié de votre bourse. Parce qu'il faut comprendre qu'une bourse, c'est ce qu'on appelle un flat. Et c'est assujetti aussi à une partie qui s'appelle le win bonus. Donc, que vous gagnez que si vous gagnez le combat. Bien souvent, c'est la moitié de la prime. Donc, forcément, quand vous perdez un combat, bah, vous avez perdu quasiment la moitié de votre prime. Souvent, si vous perdez le combat, je le dis souvent, mais c'est parce que vous avez pris trop de coups, donc forcément, vous allez avoir des blessures, une période de convalescence. Le fait aussi de perdre un combat fait que vous descendez dans les rankings, donc bah, quelque part, vous perdez de la valeur. Donc pour le prochain combat, on va vous dire, bah écoute, maintenant, t'es plus aussi coté qu'avant, on peut te proposer ça, ça, ça. Donc la défaite est dure, elle est vraiment dure. Et puis, il y a l'ego qui prend un coup. Donc évidemment, c'est des choses sur lesquelles il faut travailler. Il faut pas les refouler. Faut les exprimer. Et puis il faut repartir à l'entraînement, retrouver la force, se relever. C'est la difficulté là d'une vie de combattant. Et c'est clair qu'on est dans un sport qui est très difficile parce que comme je dis souvent, dans un combat, les deux sont prêts et il y a forcément un très déçu et un très heureux. Et parfois, le très déçu, bah, il est passé à pas grand-chose de la victoire, mais à la fin, on se souviendra qu'il a perdu et puis c'est comme ça. Michael Lebou, parlons argent. Votre ami Aboubacar Batili a reçu 3 000 € pour la ceinture du Ares, si mes informations sont bonnes. Quelle prime avez-vous obtenu pour votre combat au KSW? Est-ce que vous pouvez nous donner une fourchette? Quels sont les frais à prendre en compte pour expliquer aux gens ce qui vous revient réellement en net? Non, déjà, moi, je vais pas dévoiler ma prime, ça c'est sûr. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est quand vous avez une prime, bah, ça c'est l'argent qui va me revenir. Maintenant, quand vous préparez une performance, c'est une performance individuelle, mais c'est qui est le résultat d'un travail collectif.
Et plus vous vous entourez de personnes compétentes, bah, plus ces personnes compétentes, il faut savoir, comme on dit, hein, il y a pas quelqu'un qui vous donne de son temps et qui est très compétent dans son domaine, il le fait pas parce que, il ne le fait pas que parce qu'il vous aime bien, mais à un moment donné, il faut qu'il s'y retrouve aussi. Et c'est logique, c'est son métier. C'est-à-dire que si je m'entoure d'un préparateur physique qui excelle dans son domaine, c'est pas parce qu'il m'aime bien qu'il va me dire que c'est gratuit, non. Donc, bah, il y a toujours une part comment dire, de ma prime que je vais consacrer à justement tous ces coachs. Donc, le coach de striking, le coach de sol, le coach de MMA et évidemment la prépa physique, grosso modo. En général, ça représente, et il y a ensuite le manager à qui on redonne une part aussi. Le manager, c'est la personne qui négocie le contrat avec l'organisation et qui trouve les sponsors. En général, le manager, il prend entre 10 et 20 points. Ça dépend comment vous négociez avec lui. Et puis derrière, bah en général, on donne à peu près 15% de sa bourse qu'on ventile entre les différents coachs. Donc à la fin des fins, on a perdu entre 25 et 30% de notre bourse. Puis à ça, faut ajouter les impôts. Donc à la fin, on est plus proche des 50% que des 100% de ce qu'on Est-ce avait. que ces Donc, règles-là s'appliquent à la Pologne? alors quand vous combattez sur le sol Ouais. polonais, non. Mais quand tu combats sur le sol français, oui. Après, il y a une attention, hein, souvent les impôts, on confond un peu tout. J'explique quand même la règle, c'est quand tu vas combattre en Pologne, la Pologne ne t'impose pas. Donc, ou quand même tiré par l'exemple en Irlande, l'Irlande ne t'imposerait pas, mais la loi d'imposition te dit que ce- tu dois déclarer tes revenus et la France prend le delta de ce qu'elle aurait dû prendre. C'est-à-dire que si la France devait t'imposer 30% et que là-bas t'as payé 25%, bah tu dois 5% à la France. Mais si là-bas t'as payé 0%, bah tu dois tes 30% à la France. C'est ça la règle, hein. Donc en gros, il n'y a pas un pays où tu peux t'en sortir si tu... Normalement, tu payes toujours tes impôts. Mhm. Dans tous les cas, la France va prendre les 30% ou l'État. Exactement. Par exemple, à l'UFC, comment ça se déroulait? Vous payez combien d'impôts? Et ben l'UFC, en fait, t'étais imposé à la source. Et j'ai toujours, par exemple en Écosse, ils m'ont pris mes 30% direct. C'est-à-dire que même pas la somme n'est même pas arrivée sur mon compte qu'ils avaient déjà prélevé à la source. Pour le KSW, je vais tenter mon coup, mais c'est entre 20 000 et 100 000 euros. Après, je peux pas te dire exactement. Je pense qu'il y a des gars qui sont payés 3 000 € sur la carte. Et je pense il y a sur cette même carte, il y a des mecs qui vont toucher 250 000, 300 000 sur la même carte. Avez-vous pu vivre justement uniquement du MMA jusqu'à présent, ou avez-vous dû exercer une autre profession en parallèle? Moi, j'ai toujours travaillé en parallèle. Avant, j'étais maître d'œuvre à la RATP, donc chargé d'affaires, construction. Euh, Ensuite, là, depuis 3 ans, depuis que mon activité MMA a baissé, c'est-à-dire que j'ai fait le choix, hein, c'est un choix que j'ai fait de moins combattre, voire parfois d'arrêter et de reprendre. J'ai pris un métier cette fois-ci dans le privé qui prend plus de temps, c'est expert construction. Donc l'expertise construction, c'est un peu comme un expert automobile. En gros, il y a un accident, tu viens, tu regardes ce qui se passe, tu détermines les responsabilités et tu dis combien ça coûte. Ouais, et du coup, bah voilà, je suis expert construction au quotidien. C'est mon métier. Ça vous prend combien de temps dans une journée type? Ah, quand je fais de l'expertise construction et que je suis full, je suis pas loin des 40-45 heures semaine facile. En plus des entraînements, d'accord. Mhm. Ouais. Quel est justement votre programme d'entraînement habituel lors des camps d'avant-combat? Et quel type d'entraînement suivez-vous en dehors des camps de préparation? Là aussi, c'est un peu la question, encore une fois, je le dis, hein, et j'imagine que c'est ça un peu dans la vie d'un combattant, c'est partout pareil. C'est-à-dire que à l'époque, quand j'étais à mon prime, je m'entraînais 8 à 9 fois semaine, tout le temps. Et quand c'était les camps d'entraînement, on était aux alentours de 12, mais on réglait un peu l'intensité, etc. Aujourd'hui, quand je suis hors période de combat, je suis plus aux alentours de 5-6 entraînements semaine. Et par contre, quand je suis dans la prépa d'un combat, je suis à 12, quoi. C'est la même chose. C'est juste que ma cadence d'entraînement, quand je suis hors compétition, est plus faible d'à peu près 3-4 entraînements, quoi. Par exemple, pour ce camp d'entraînement, vous pouvez nous faire une journée type, une semaine type? Ouais, une semaine type, ouais. Bah, le lundi matin, j'ai sparring MMA. Le lundi après-midi, j'ai la prépa physique.
Le mardi matin, j'ai les pattes d'ours avec le prof de striking. Le mardi après-midi, enfin le mardi soir, j'ai le sol. Le mercredi, je fais de la lutte. Euh, le jeudi midi, j'ai le striking. Le jeudi soir, j'ai la prépa. Le vendredi matin, j'ai le sol. Le vendredi soir, j'ai un peu de MMA. Non, le mercredi matin, j'ai oublié, j'avais le MMA. Et le vendredi matin, j'ai le sol. Le vendredi après-midi, je fais du cardio, tranquille. Et le samedi, j'ai la prépa. Et après, je suis tranquille jusqu'au lundi. Donc si je comprends bien, vous avez commencé dans le club, la FFA, puis ensuite vous êtes parti à la MMA Factory, c'était le CrossFight, il me semble, à l'époque. Et Exactement. jusqu'à présent, vous entraînez où? Comment ça se déroule? Alors, grosso modo, à l'époque, j'étais à la FFA. Donc, c'était la team qui était faite par Mathieu Nicourt. Donc, du coup, qui était à Vitry-sur-Seine. Et en fait, Mathieu Nicourt était le patron de la salle et le head coach. Et en fait, Fernand Lopez était un coach là-bas. Et un combattant à l'époque. Il combattait, il me semble qu'il combattait ou il était en fin de carrière. Je crois que je l'ai jamais vu combattre, moi. Euh, Derrière, il a ouvert ce qu'on appelle le crossfight, ce qu'on a appelé le crossfight. Donc à l'époque, j'étais au crossfight et à la FFA. J'étais un peu dans les deux teams parce que comme les coachs se connaissaient et comme on a connu Fernand Lopez là-bas, bah, c'était accepté entre guillemets qu'on puisse être dans les deux salles. Puis un jour, Fernand Lopez a dit que c'était soit l'un soit l'autre. Donc du coup, j'ai choisi d'aller dans le crossfight, clairement parce que la qualité de ce qui était proposé là-bas en termes de sparring partner, de salle d'entraînement et de qualité d'entraînement était plus intéressante. Donc égoïstement, bah, je suis parti au CrossFight. Le CrossFight est ensuite devenu le MMA Factory. Derrière le MMA Factory, j'ai quitté le Factory et je suis parti à Obi Fight. On a monté une section MMA Pro, c'est-à-dire que la salle Obi Fight existait déjà. Elle connaissait une grosse section Muay Thai Pro avec Reda Ougdou notamment, qui était combattant là-bas et qui venait d'autres tensions. Bref, mais en tout cas qui avait la section pro et il manquait un peu une section pro MMA et donc du coup on a monté une section pro avec Tahar Abdi, David Beer, Kevin Fall, Yacine Belladj et moi-même. On est parti à 5 du MMA Factory là-bas pour tenter de monter une salle pro et à un moment donné on avait une grosse team puisqu'il y avait Ibra Mané, Aboubakar Batili, Aliou Nahaï, Donatello. Euh, Wissem Akmouche. On a eu à un moment donné Eladj qui va combattre d'ailleurs au KSW. Donc on a eu à un moment donné beaucoup de combattants et puis avec le Covid, la salle a fermé parce que financièrement ça tenait plus la route. Et depuis, je combats à Team Lebou, c'est-à-dire que comme j'ai beaucoup d'expérience, bah je représente plus forcément de salle et je vais m'entraîner dans différentes salles pour aller chercher les compétences. Donc, je reste avec Reda Ougdou pour la partie pied-point, Nicolas Haute pour la partie MMA, Sébastien Charter au Game Training Club pour la partie prépa physique, Olivier et Flo pour le sol à la MK Team. Donc voilà, je m'entoure des meilleurs et je vais dans chacune des salles. Concernant donc l'aspect physique, quelles erreurs faut-il éviter pour maintenir sa condition physique sur le long terme? Les erreurs à éviter, c'est l'hygiène de vie, c'est de faire attention entre les combats, c'est toujours pareil. Bien souvent en MMA, on a notre génération, puisque je pense que la génération qui arrive là est beaucoup plus professionnelle que ce qu'on l'a été nous quand on a démarré. Et en fait, ils gagnent beaucoup, beaucoup d'expérience. Tous les plâtres qu'on a essuyés, bah forcément, eux, par expérience de nos erreurs, vont réussir à passer outre. Mais c'est vraiment l'hygiène de vie, c'est-à-dire de continuer à avoir une cadence d'entraînement entre les combats, de ne pas manger n'importe quoi entre les combats, en fait, d'avoir une sorte de rigueur qu'ont par exemple des joueurs de foot, par exemple. Un joueur de foot, il joue tellement au foot dans l'année il est rarement en vacances et il est toujours, toujours, toujours prêt et physiquement et en général, normalement, ils font très attention à ce qu'ils mangent, etc. Et c'est peut-être, en tout cas, l'un des plus gros conseils que je peux donner en MMA, c'est vraiment son hygiène de vie. Encore une fois, son corps, c'est ce qui va nous servir tout au long de notre carrière. Un combattant, c'est une denrée périssable qui dure entre 10 et 15 ans sur le circuit professionnel et à peu près sur, allez, 30, 35 combats pro en général, en moyenne, hein. Et donc, faut prendre soin de son corps et ça passe par une bonne alimentation, ça passe par aller se faire masser, aller au kiné régulièrement, suivre, avoir une nutritionniste qui nous suit.
Ça passe par prendre soin de son corps aussi, faire des siestes, des choses comme ça. Alors quand on est jeune, ça fait sourire, mais à passer un certain âge, c'est hyper utile. Donc le fast-food maximum une fois par mois. Bah, après, moi, je suis pas très fast-food, mais ouais, mais c'est clair qu'il faut éviter de toute manière tout ce qui est gras saturé, etc. Faut éviter. Si vous voulez faire un burger, bah vaut mieux aller à la boucherie, prendre son steak haché, au fromager, acheter son fromage et se faire son burger soi-même, ou aller payer un burger 25 € dans un bon, j'ai envie de dire un burger un peu gourmet que d'aller au McDo, Burger King ou ailleurs, quoi. En ce qui concerne un autre aspect du combat, le cutting, pourriez-vous expliquer à nos auditeurs en quoi cela consiste? Quels sont les risques physiques associés? Alors, le cutting, c'est le fait de perdre du poids très rapidement sur une très courte durée. Quand on entend par perte de poids, tout de suite, il y a ceux qui vont tendre l'oreille parce qu'ils considèrent que c'est une perte de poids qu'ils pourront conserver. Non, le cutting, c'est une perte de poids qu'on ne peut pas conserver. C'est-à-dire que, en fait, on perd un poids sur une période, un, un, un gros nombre de poids sur une période très courte, mais à savoir que derrière, on va faire ce qu'on appelle la phase réhydratation. En fait, c'est juste de la déshydratation qu'on fait et derrière, on se réhydrate. Donc, vous perdez pas 7 kilos et après, vous dites, putain, cool, j'ai perdu 7 kilos. Non, vous les reprenez dans les 10 heures qu'on suivit. Et grosso modo, sur une fenêtre de 48 heures, l'idée, c'est de perdre entre le maximum de poids. Donc, en général, on perd 7 kilos pour la plupart. Et pour ceux qui font les plus gros cuttings, ils peuvent aller jusqu'à 10, 11 kilos. Moi, ça m'est jamais arrivé. Et l'idée, en fait, c'est de préparer son corps à tout ça tout au long de sa préparation. Déjà, d'avoir une bonne densité musculaire. Ensuite, on passe par une phase de ce qu'on appelle à peu près 5 jours avant de surhydratation, dans laquelle on vient boire beaucoup, beaucoup d'eau. Et à peu près à 24 heures du combat, c'est même pas on commence, on coupe l'eau. À 24 heures, pardon, de la pesée, on coupe l'hydratation, c'est-à-dire on coupe l'eau et on commence à faire transpirer son corps. On fait transpirer son corps, on fait transpirer son corps jusqu'à perdre le poids. Et dès qu'on arrive sous la barre, eh ben on accuse le poids sur la balance, les officiels valident le poids et derrière on fait ce qu'on appelle la phase réhydratation où on recompose, on régénère un peu son corps pendant 12 heures et le lendemain on va combattre. Donc vous, par exemple, là, vous allez combattre en moins de 77 kilos. À combat, en combien de kilos vous allez combattre dans la cage? Moi, je serai à peu près à 83 kilos. Voilà, je suis pas un gros 77. Moi, de base, je combattais à 70. À l'époque où je combattais à 70, j'étais dans la cage entre 81 et 82 kilos. Donc, il n'y a pas une grosse différence pour moi entre 70 et 77. Quand je combats à 77, en général, je suis entre 83 et 84 kilos. Par rapport à l'aspect santé, quels sont les risques physiques associés au cutting? Je peux pas te dire, je suis pas médecin maintenant. La seule chose que je peux dire, c'est que effectivement, je le déconseille. Je pense pas que ce soit super bon pour le corps humain. Déshydrater 7 kilos d'eau et les reprendre sur 20, enfin le tout en 36 heures, je suis pas sûr que le corps comprenne bien ce qui se passe. Donc dire quels sont les risques, je vais éviter de me lancer là-dessus. Je laisserai des médecins le dire. Par contre, ce qui est sûr, entourez-vous de personnes compétentes pour faire ces choses-là, quoi. Faites-le avec des gens qui sont compétents, des gens d'expérience et surtout encadrer cette pratique et essayer de faire la moins cette pratique de manière la plus raisonnable possible, même si on sait que ça fait partie du combat, on sait que ça fait partie du jeu et c'est comme ça et pas autrement. Est-ce que c'est confirmé que le fait de perdre beaucoup de poids entraînait plus de chaos dans la cage? Ça, encore une fois, moi, je suis pas sûr. Après, j'imagine bien que ceux qui poussent le truc à l'extrême, c'est-à-dire qu'ils perdent 10, 11 kilos, je veux bien croire que le lendemain, ils soient pas aptes à recevoir les coups. En fait, je pense qu'ils ont tellement traumatisé leur corps, ils sont tellement affaiblis que les 36 heures entre la pesée, parce qu'il faut comprendre que la pesée, elle se fait le vendredi matin et le combat, il se fait le samedi soir, donc il y a presque 36 heures. Je pense qu'en 36 heures, ils ont pas totalement régénérer leur corps et que malheureusement, effectivement, bah, les KO peuvent intervenir plus vite. On va parler un peu de votre combat là du vendredi 20 décembre. Concernant donc votre prochain adversaire Romain Debienne de la team Voirin, est-ce que vous le connaissez bien? Quelles sont ses qualités et ses points faibles?
Je le connais bien, ouais, je le connais. C'est un combattant que je suis. C'est un combattant qui a combattu dans des grosses ligues comme le PFL et le Bellator. C'est un combattant qu'on connaît parce qu'il est généreux dans la cage. Il fait des beaux, j'ai envie de dire, il fait des beaux combats. Lui, c'est vraiment un combattant dans l'âme. Il vient, il est là pour combattre et il veut délivrer une guerre. Et il se pose pas trop la question de savoir comment il va faire. Il veut cogner, il veut frapper. Donc forcément, c'est spectaculaire. Donc c'est des combattants qu'on aime bien regarder. C'est ce que j'appelle un action fighter. Donc grosse qualité avec ses mains. Il faut se méfier de ses mains parce qu'il a des bonnes mains. Il a aussi des bonnes jambes. Parfois, il met des high kicks, des gros low kicks. Donc, faudrait être très vigilant sur le striking qu'il va proposer et l'agressivité qu'il va mettre dans le combat. Donc c'est un combat en 3 rounds. Quel est son nombre d'années d'expérience à peu près? Parce que vous avez pratiquement 15 ans d'expérience. Je pense qu'il doit pas être loin de la dizaine d'années d'expérience. Maintenant, même s'il est beaucoup plus jeune que moi, il a commencé aussi beaucoup plus jeune que moi. Et il me semble qu'il avait un parcours martial avant d'arriver dans le MMA. Faudrait lui demander, mais je pense qu'il avait un parcours martial. Mais après, je connais pas, j'ai pas sa biographie. Que pensez-vous des autres combattants français parmi ceux avec qui vous avez déjà combattu ou tourné? C'est qui est le meilleur selon vous? Bah, c'est difficile de dire qui est le meilleur. Maintenant, il y a des combattants français qui m'impressionnent. Saladin Parnasse, je le trouve impressionnant. Nassourdine Imavov, c'est quelqu'un qui, je trouve, impressionnant. Voilà, et ça, c'est deux gars avec qui j'ai tourné que je trouve vraiment très forts. Récemment, j'ai tourné avec un gars qui c'est un Belge. Il s'appelle Abirora. Je le trouve extrêmement fort. C'est-à-dire qu'il faut remettre aussi dans le contexte. Saladin Parnasse, bon, il est fort, il le prouve au quotidien. Il fait partie du top 20 mondial. Nassourdine Imavov, il fait partie du top 10 mondial. Donc, je spoil rien en disant que ces gars-là sont forts. Par contre, quand j'ai tourné avec Abirora, j'ai considéré que pour le classement qu'il avait mondial et pour l'expérience qu'il a en professionnel, c'est quelqu'un qui me paraît extrêmement fort et qui, à mon avis, va vraiment, bah, s'il continue à progresser, à travailler, va faire une très très grande carrière. Je l'ai trouvé très intelligent dans sa manière de combattre pour le peu d'expérience qu'il avait dans la cage au final. Et c'est quelqu'un qui m'a impressionné pour ça. Donc là, on parlait de Nassourdine Ah, il y Imavov, a de... Azael Adjoudj aussi. Azael aussi que j'oublie souvent, mais j'ai tourné qu'une seule fois avec lui. C'était un petit sparring, mais il est d'une précision chirurgicale et ses sorties sont à chaque fois incroyables. Donc on parlait de Abirora, qui est belge, Imavov, Adjouz et Saladin Et Parnasse. Parnasse. Comment se classe la France au niveau mondial sur le plan du MMA, selon vous? Bah, si aujourd'hui tu me demandes de faire un point sur la France au mondial, je pense qu'on est très bien et on doit pas rougir. On est un pays de 80 millions d'habitants. Les États-Unis, je crois que c'est 360 pour donner une idée. On a seulement 12 Français à l'UFC, alors que aux États-Unis, je sais pas combien ils sont, mais ils doivent être pas loin, au moins d'une centaine de combattants là-bas, au moins, hein. Sur nos 12 Français, on a deux gars, trois qui sont dans le top 5. On a Manon Fiorot, Cyril Gane, Nassourdine Imavov, potentiellement qui vont aller faire la ceinture cette année. Donc c'est incroyable. On a un gars qui est dans le top 15, c'est Benoît Saint-Denis. On a trois gars qui sont aux portes du top 15, Oumar Sy, Taylor Lapillus, Fares Ziam. On a des gars comme Egomis, donc quatre gars qui sont aux portes du top 15. Derrière, tu as un gars comme Morgan Charrière qui est très prometteur, Kevin Jousset qui nous a fait une belle guerre, Nora Cornell qui est pas très loin du top 15 non plus, mais qui doit reconfirmer. On a vraiment un gros vivier de combattants et ça, je vous parle que à l'UFC. Derrière, Saladin Parnasse, double champion, 70-66, domination totale dans les catégories. On a Varela qui excelle à l'Hexagone sur le territoire français et au KSW et qui va notamment combattre Saladin Parnasse. Et puis derrière, je vais te citer des blasts qui sont peut-être un peu moins connus, mais on a des gars encore des anciens comme Jiroun, on a des gars qui montent comme Ogen et Sola, on a des gars comme les frères Younoussov, on a des gars comme Baki, on a des strikers d'élite comme Doumbé qui se mettent au MMA même et qui doivent prouver encore dans le MMA, mais on a des strikers d'élite qui arrivent dans le MMA. Il y a un niveau de ouf en France.
Et je pense qu'on n'a pas à rougir. Je pense que là, il y a toute une génération de combattants qui vont arriver. Je pense à Azael, encore une fois, je le dis. Je pense vraiment qu'il va faire une très belle carrière. J'oublie des gars comme Landu, comme Mansour Barnaoui qui combattent encore au Bellator. Enfin, franchement, on a des combattants d'élite en France. Donc, on n'a pas à rougir. On a vraiment des très, très bons combattants. Oui, donc le MMA a été légalisé en 2020 et la France fait pratiquement déjà partie au minimum des 10 premières nations mondiales. Parce qu'aujourd'hui, vous avez les États-Unis, vous avez la Russie, le Brésil, l'Angleterre, même le Japon peut-être, on va dire historiquement, mais la France se situe dans ces eaux-là, non? Voilà, bah, la France, ouais, je la mets même top 5, hein. Franchement, t'as cité trois pays, bon bah voilà, Russie, États-Unis et comment dirais-je, et Brésil. Bah, c'est lié aussi à, attention, encore une fois, moi, ce que j'aimerais des fois, c'est qu'on ramène aussi population et sportivité. C'est-à-dire que si tu fais un ratio de la population du Brésil, des États-Unis et de la Russie, tu te rends compte que bah, c'est plutôt logique. Les pays font trois fois la France. Donc c'est logique qu'à un moment donné, ils aient plus de champions, tu vois. Mais je pense que la France, top 5, ouais, si tu compares aujourd'hui avec la Grande-Bretagne, sincèrement, je Il pense faut qu'il il que faut qu'il y ait un champion français, quoi. bah, potentiellement, on en a trois cette année. Donc c'est incroyable. C'est juste incroyable. Faut se rendre compte de ce qu'on vit. Et c'est pour ça que parfois les athlètes, on est, même moi, parfois je suis un peu dur avec eux dans les podcasts, dans la manière dont je débriefe les combats et tout. Mais il faut qu'on se rende compte de la chance qu'on a de vivre ça. C'est-à-dire qu'on a des combattants qui nous font vivre des choses incroyables. Un point négatif, par contre, le principal problème du MMA en France à travers l'histoire semble être le niveau en lutte. Les combattants français rencontrent des difficultés dans ce domaine, particulièrement au plus haut niveau. Qu'en pensez-vous et pourquoi, selon vous? Et c'est une réalité. Je pense que la France, on a toujours eu on est à un niveau de striking. Et d'ailleurs, les meilleurs Français, quand ils partent aux États-Unis s'entraîner dans les salles de MMA, etc., le disent tous. En striking, on est bon. C'est-à-dire que là-bas, on n'a rien à envier au striking américain. Là où on a pris du retard, c'est vrai que c'est sur la lutte. Après, je pense que ça s'explique aussi, ne serait-ce que par les cursus étudiantins. C'est-à-dire que quand tu vas à l'école, nous, on fait du ping-pong. Aux États-Unis et au, comment dirais-je, En Russie, en ils en font beaucoup Russie, aussi. ils font de la lutte. Au Brésil, ils ont cette culture pour le JJB qui font qu'au sol, ils sont très à l'aise. Et en France, j'ai le sentiment qu'on a mis beaucoup de temps à faire en sorte que les lutteurs s'intéressent au MMA et d'avoir des profs de lutte qui font la gymnastique, de se dire, OK, on va adapter un peu la lutte au MMA et on va proposer ça aux combattants de MMA. Et je pense que c'est de là que vient le retard. Les combattants sont parfois, quand ils arrivent avec leur bagage pied-point en MMA, ils se rendent compte qu'ils peuvent gagner des combats. Ils en oublient de travailler le sol et la lutte. Et bon, bah voilà, ça marche comme ça. Sauf que le problème, c'est qu'on n'arrive pas à aller chercher les ceintures. Parce qu'à un moment donné, il manque cet aspect lutte-sol. Et on se rend bien compte que quand on va aux États-Unis, on est à des années-lumière de ça. Et donc, je pense que c'est en train de changer en France. Maintenant, encore une fois, tu le dis et tu as raison. Je le vois même au niveau national. Le niveau de sol et de lutte en France, il est moyen. Si je regarde les combattants MMA aujourd'hui, il est moyen. Et d'ailleurs, tous les prodiges qui percent sont en général des bons strikers, pour la plupart. Euh, et, euh, et sauf qu'on voit bien qu'à un moment donné, bah, ça suffit pas. Donc ça dépend des écoles. Si tu vas au Boxing Squad, par exemple, à Nice, tu vois qu'ils ont un ADN MMA un peu particulier. Les Sola, les Ogène, ce sont des gros lutteurs grappleurs. Tu vois, alors que sur la place parisienne, aujourd'hui, j'ai quand même le sentiment que on est plus sur des écoles de strikers. Mais c'est les ADN de clubs qui sont comme ça, qui sont construits comme ça. Donc vous pensez faut insister là-dessus, parce qu'on le voit que même historiquement, je vais pas citer les grands combattants français, bon, il y avait Cyril Diabaté, comment il s'appelait, combattant poids lourd, Chez j'ai Congo. oublié, chez Congo. Enfin, il y a toujours eu un problème au niveau de la lutte, hein. Vraiment, Cyril Gann, ça s'est très très mal passé face à Jones. Ça s'est même passé Ouais, pas correctement face à face à Ngannou. Volkov. Enfin, face à Ouais, même Volkov aussi, Volkov. mais bon, il était blessé, c'est autre chose. Mais quand même, face à Ngannou, c'était assez choquant. Donc, vous pensez qu'il faut vraiment insister là-dessus parce Ouais, qu'aux je pense. États-Unis, ils font que ça, hein. Aux États-Unis, en Russie, ils font que de la lutte, hein.
Mais je pense que c'est tout le monde l'identifie, sauf que le problème, c'est qu'il faut, encore une fois, il faut la ressource. C'est-à-dire que le problème, il est identifié, mais aujourd'hui, moi, je suis Maxime François, qui est un prof de lutte de l'US Créteil, qui se met au MMA et qui essaye d'adapter les techniques, mais j'en compte pas 1000 des profs de lutte qui font cette démarche. Et je suis pas, je suis et c'est assez difficile de trouver les ressources humaines parfois. Et même si tu mets le doigt sur quelque chose, je pense que limite, faudrait faire venir les compétences de l'étranger presque, tu vois. Mais ça nécessite un investissement financier qui est important pour des clubs. C'est pas rien. Donc si vous n'avez pas déjà un champion dans votre salle qui vous permet de le faire, c'est compliqué. Ma dernière question sur votre carrière et l'aspect sportif, les pronostics pour les combats à venir. Parnasse Varela, qu'est-ce que vous en pensez? Parnasse Varela, je vois Parnasse favori dans le combat. Je pense que la logique sportive devrait être respectée dans le combat, mais je vois un 65-35, hein, je vois pas un 90-10 ou autre. Je pense que Salah est plus complet et peut faire la différence sur des phases de lutte et de sol. Attention au striking de Varela et attention à la condition physique de Varela qui me semble avoir préparé ce combat de manière incroyable. Et Varela, il est assez impressionnant parce qu'en 2 ans, j'ai trouvé que son MMA s'est transformé et je le trouve de plus en plus dur, bien meilleur qu'il ne l'a été il y a 2 ans. Et donc là, il a fait un petit camp aux États-Unis. Non, attention à Varela, ça va être un combat vraiment beau. Maintenant, la logique sportive, je pense qu'elle sera respectée. 65-35 pour Parnasse. Oui, on voit que Varela, quand même, au niveau des points, c'est assez solide, hein. Bon, il a battu Bouganem dans le passé, il a fait des bons combats en pied-point. Par contre, quand on compare sur les vidéos de Greg MMA, on voit que niveau lutte et sol, c'est pas le même niveau que Parnasse. Non, c'est pas le même niveau. Après, ça donne des indications. C'est pas des vidéos que j'aurais sorties ou que j'aurais fait avant le combat. Maintenant, on sait hein, clairement aussi, on se doute bien que les stratégies, enfin, tu sais, il y a des choses qui sont pas dites, mais normalement, dans la physionomie de combat, on devrait avoir un Salah qui, en tout cas, s'il a l'opportunité, il ira au sol. Je dis bien, s'il a l'opportunité, il ira. Et si on lui donne l'opportunité d'y aller, il ira parce qu'il sait que c'est un endroit dans lequel il pourra faire la différence. Un dernier petit point sur Salah, vous le placez dans les... Quel classement au niveau mondial des poids 66? Bah, je crois que son classement, il l'a. De toute manière, sur Fight Matrix, il est 20e. Donc, pour moi, c'est sa place. Si tu regardes aujourd'hui euh, tout combattant 66 kilos confondu, bah, je pense qu'il est dans le top 20, donc il a sa place. Ah, vous le mettriez pas un peu plus haut? Dans le Je top sais 10 pas, après, UFC? c'est difficile. Tu sais, c'est difficile à dire parce que souvent, on est matrixé un peu par le ranking du UFC. Je pense qu'il a sa place dans le top 15 UFC et il a sa place dans le top 10, top 20 mondial. Faut pas oublier que dans le top 20 mondial, vous avez aussi le top 10, faut noyer le top 10 du PFL, top 10 du Bellator, top 10 du ONE FC, top 10 du KSW, top 10 de l'UFC. Bah, ça fait déjà 50 gars. Je pense que si tu le mets dans le top 20, c'est déjà, c'est bien. C'est, tu vois. Après, à un moment donné, il pourra pas monter dans plus que le top 20 s'il reste au KSW. Je comprends le choix qu'il fait et je le remets pas en cause. Je le comprends totalement. Mais à un moment donné, on peut pas être reconnu comme le meilleur combattant du monde et rester dans une organisation où malheureusement, bah, il n'y a pas les meilleurs combattants du monde. Mais après, le choix, je pense que tout le monde ferait le même choix que Saladin. Personne pourrait refuser ce qu'on lui propose. Deuxième pronostic, Jones Aspinal. Je vois Aspinal. Moi, je pense que Aspinal est au-dessus. Jones, très grand combattant, God de tous les temps. Maintenant, je pense que Aspinal, il est pas loin d'être à son prime. Et je pense qu'il peut encore progresser justement. C'est-à-dire que le gars a encore des axes de progression. Il me semble explosif. Il a quelque chose dans les poings et surtout, il évolue dans sa caté naturelle. Alors qu'il faut pas oublier que John Jones, c'est quand même un moins de 93 de base. Donc, je mettrais Aspinal. Quel pourcentage? Bah, c'est toujours pareil. Là, on est sur du très haut niveau, donc je vais être juste sur 60-40, hein. Ça peut Quand basculer d'un même. côté comme de l'autre. Quand même, Jones, il a quand même fait un bon combat comme, contre Miocic en poids lourd. Il a terminé le combat. Ouais, mais quand on voit ce que Aspinal a fait à Volkov, tout ça, bah, bon,
Quand on voit ce que Aspinall a fait à Pavlovich, on se dit que Aspinall, il a quelque chose dans les mains, il a la vivacité, l'explosivité. Euh, non, franchement, je vois Aspinall devant. Après, attention, hein, John Jones, il peut tout faire, il sait tout faire. Donc c'est un combat difficile, mais 60-40 pour Aspinall. Pereira, Ankalaev. Pereira, je pense, parce que en Kalev, il a été décevant contre Blachowicz en 5x5. Il avait vraiment l'opportunité de faire la différence, il l'a pas fait. Je trouve qu'il fait pas assez parler sa lutte chez les moins de 93 à l'UFC. D'ailleurs, c'est l'une des catégories les plus soporifiques actuellement, sans manquer de respect au niveau des moins de 93 de l'UFC, mais le niveau, il est c'est le plus unidimensionnel qu'il n'ait jamais été dans cette catégorie. Et même Pereira, qui est excellent et qui est potentiellement un gars qui écrit sa légende et qui ira tout droit dans le Hall of Fame, c'est quelqu'un qui est hyper unidimensionnel. Et je pense que justement, ça manque de lutteurs pour mettre du spectacle. Et aujourd'hui, en KLF, la lutte qu'il a proposée jusqu'à maintenant n'est pas à la hauteur de ce que je crois, de ce que je crois qu'il peut apporter vis-à-vis de son passé de samboïste. Donc, je dirais Pereira. Vous pensez que Pereira va nettoyer la catégorie et ensuite peut-être faire un combat pour l'argent Ouais, face à Aspinall ou face à Gann ou face à Jones? ouais, je pense que c'est ce qui va arriver pour Pereira, c'est-à-dire que 93, il est intouchable. Je suis pas sûr qu'il arrive à redescendre à 84. Et je pense qu'il a de quoi faire des super fights intéressants en poids lourd. Khamzat, Duplessis. Ah, en fait, Duplessis, c'est un gars, j'ai toujours parié contre lui, il m'a toujours fait mentir. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui m'a encore maintenant jamais impressionné. Sauf que bah il gagne, il met KO Whittaker, il gagne Sean Strickland, il a gagné récemment Adesanya. Enfin, non, Si, il l'a soumis, il ouais. avait, ouais, c'est ça, ouais, il a soumis Adesanya. Enfin, Duplessis, c'est quelqu'un qui m'épate à chaque fois. Et donc, du coup, difficile de parier contre lui. Et quand on voit ce que Shimaev fait, bah, c'est hyper impressionnant. Quand on voit ce qu'il a fait à Whittaker dans le dernier combat, bah, on se dit c'est pas possible, quoi. Et ce qu'il a fait à Kamaru Usman, et ce qu'il a fait à Burns avant, et ce qu'il a fait. Enfin, le gars survole à chaque fois ses combats, donc c'est très difficile. Mais je vais donner Shimaev vainqueur parce que l'histoire serait belle et peut-être que Duplessis va me faire mentir, mais je mettrai Shimaev. Vous pensez pas que l'aspect physique de Duplessis peut gêner un tout petit peu Shimaev? Bah, le problème, c'est que je me dis, en fait, l'aspect physique, il peut gêner Shimaev s'il l'amène au sol, mais au sol, j'ai un Shimaev qui, pour moi, est largement au-dessus de Duplessis. Donc, il peut faire la diff même au sol, quoi. Et ensuite, Shimaev prend Pereira 93. Ouais, Shimaev, je pense que 84, c'est une bonne caté pour lui. Je le vois pas monter en 93 tout de suite. Je pense que c'est déjà pas un gros, c'est un bon morceau pour la 84, mais c'est pas le, déjà, Duplessis me semble plus large. Tu vois, je pense que Duplessis peut monter en 93 pour aller affronter Pereira, par exemple. Dernier petit combat anecdotique, Greg MMA Ibra TV. Bon, la logique voudrait que Greg gagne contre Ibra TV. Encore une fois, c'est une logique sportive. C'est Greg MMA, même si ses derniers combats en MMA sont pas d'une opposition, d'une adversité de dingue. Aujourd'hui, Ibra TV, enfin, on parle de lui, mais il a même pas encore combattu en MMA. Donc, attendons de voir déjà un premier combat de lui en MMA et ensuite on pourra essayer de se dire est-ce que la jeunesse peut battre l'ancienne école. Maintenant, Greg MMA, il a un gros niveau de lutte et de sol. Et encore maintenant, quand on le voit dans ses vidéos, il tourne avec des sparring d'élite, il arrive à les mettre à mal. Donc non, je mets Greg MMA devant. Est-ce que vous avez d'autres combats que vous attendez pour 2025? Bah là, je crois qu'on attend tous Tsarukyan Islam Makhachev. C'est un combat qui me hype de dingue. Après, tous les combats vont être beaux à voir. Shevchenko contre Manon Fiorot, ça va être incroyable. Un potentiel Cyril Gane contre Pereira ou Cyril Gane Aspinal, ça va être incroyable. Imavov Nassourdine, Adesanya?
Ouais, c'est ça. Nassourdine Imavov contre Adesanya, ça va juste être incroyable. Ensuite, on va avoir les gars comme Fares qui vont revenir sur la piste. Oumar Sy, son combat a déjà été annoncé. Vous avez même si c'est qu'une rumeur et que le combat ne se fera pas ou se fera plus tard, mais un Pimblet BSD, bah j'aurais acheté. Il y a tellement de combats à faire. On a Morgan Charrière qui est encore là, Gomis qui va combattre bientôt, Lapillus. Enfin, franchement, il y a tellement de combats à voir, tellement de combats. Donc, non, il y a plein de. On attend ça avec impatience. Avant de conclure cet entretien, je tiens à souligner que vous faites partie des combattants de MMA les plus engagés dans la dénonciation du génocide à Gaza. Est-ce qu'en parlant de ce sujet, sur vos réseaux personnels, vous avez pris des risques ou pas? Non, après moi je suis citoyen du monde, c'est pas une question de risque ou pas de risque. Je considère qu'il n'y a pas plus de risque à dénoncer un acte antisémite que un bombardement qui se fait sur Gaza sur des civils. Pour moi, il y a pas, tu choisis pas ton camp en fait. Tu vas là où l'injustice, selon moi et selon ma place aujourd'hui dans le monde, et ce que je vois là-bas aujourd'hui m'attriste et donc forcément bah je publie, ou du moins je partage ce que les organisations nationales, j'insiste sur ça, hein, je partage vraiment en général que ce que les associations comme l'UNICEF, Médecins sans frontières, voilà, je pense que ce sont des organisations sur lesquelles on peut s'appuyer et c'est juste que je partage un peu ce qu'ils dénoncent parce que je trouve que aujourd'hui c'est juste super triste ce qui se passe dans le monde et notamment là-bas. Je trouve ça tellement malheureux que fortement j'ai envie entre guillemets de m'engager. Je le dénonce et je republie et je pense pas prendre de risques en le faisant. Je vois pas où est le risque en fait en le faisant. C'est juste que j'estime que c'est bien de le faire et que en tout cas ma conscience me dit de le faire. Merci Mickaël Lebou. Je rappelle que vous avez un combat de prévu le 20 décembre à Paris La Défense au KSW. Je remercie nos auditeurs pour leur écoute. N'hésitez pas à partager cette émission, à vous abonner et à enclencher la cloche des notifications. Et je vous dis à très bientôt sur Mizan TV.